c'est Wrestle Radio spécial Next Gen avec Brousty. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Next Gen Wrestlers, le podcast de Wrestlers Radio dédié à NXT, la troisième branche de la WWE, quoique de plus en plus la deuxième branche limite, tellement il y a de membres de NXT qui rejoignent le roster principal et qui ont du succès. Et je pense que d'ailleurs, il y a quelques catcheurs et catcheuses dont on va parler qui prochainement vont tenir un rôle principal à la WWE. Donc c'est moi, Brousty, qui anime. Et avec moi, deux acolytes, dont d'abord quand même priorité au nouveau, une voix que vous n'avez pas encore entendue, mais avec un très bel accent du sud-ouest, bien sûr. C'est Fred, salut. Et salut à tous, merci de m'accueillir, et puis bonjour à tous les auditeurs. Je sais pas si mon accent est si bien que ça, en général, on me dit que j'ai un accent de Paris, mais bon. Non, c'est un excellent accent, c'est très très bien, ouais. Cette fois-ci, c'est Sébastien, bien sûr, qui sera en infériorité, parce que là, il a deux gars du sud-ouest en face de lui. Salut Seb, ouais. Strasbourgeois d'ailleurs. 2 contre 1, ouais, salut à tous. Il faut quand même une petite parité ce soir, donc je représente le nord de la France dans sa globalité. Ah, mais ça change. C'est vrai que ça fait depuis quelque temps qu'on n'a pas de nordiste, donc c'est pas plus mal. Donc le sujet quand même, ça va être NXT London, c'est-à-dire le NXT qui s'est déroulé à Londres mercredi soir. En plus, c'était bien plus sympa parce qu'il avait lieu à 21h heure française, donc il a pu être suivi en direct sans problème, je pense, par beaucoup de monde en Europe. Et donc on va faire les matchs bien sûr dans l'ordre comme d'habitude pour NXT. 5 matchs au programme avec bien sûr à la fin Finn Balor contre Samoa Joe. Et on va passer à l'analyse après ce petit jingle. Donc nous revoilà pour parler de NXT London qui avait lieu à la SSI Arena devant 10 079 spectateurs. J'ai bien tous compté, j'étais là pour à chaque fois poinçonner les tickets. Je me demande si Seb, t'as pas connu cette salle, parce que c'est la Wembley Arena de Londres. Eh ouais, j'étais un peu plus tôt dans l'année, hein, en janvier pour un show TNA. Hein. Il y avait Samoa Joe par exemple qui est présent sur ce show NXT, il y était à l'époque. Ah voilà, il me semblait bien, oui. Ouais, une belle petite arène, hein, 10 000 personnes, donc Ouais, il y avait un petit quand c'est peu rempli, moins ça de fait du monde bruit. quand même, hein, pour la TNA. Ah, il y avait un peu de moins de monde, mais il y avait quand même 8 dixièmes de la salle qui était remplie quand même, hein, donc ça représente quand même 8000 personnes, on va dire, environ. Bon, ça va alors. Une bonne ambiance avec Triple H qui a fait l'ouverture. Très bien remis de l'attaque qu'il a subie des mains de Roman Reigns quand même dimanche à TLC. Sunday night, I got my ass kicked. It isn't the first time, and it sure as hell won't be the last time. But I'd have had him been dead if you didn't think I was coming here to be with you tonight. Mais bon, il a l'habitude de faire l'ouverture et puis c'est sûr que ça plaît toujours au public, bien sûr, londonien qui était bien chaud. Ouais, juste comme ça, petit tour de table d'entrée. Le public, vous l'avez trouvé comment? J'ai commencé par Fred. Ah c'était assez exceptionnel comme public, hein. Moi, je les ai trouvés très intenses, à part peut-être un match où c'est un peu retombé, mais dans l'ensemble, c'était assez exceptionnel, hein. On sent que les Anglais ont quand même moins l'habitude de voir les shows WWE que les Américains, donc ils en profitent un max. Et puis on a senti cette ambiance qu'on peut retrouver justement, je trouve, dans le football, un peu dans les stades anglais, avec beaucoup de chants particulièrement. Ouais. Ils se sont fait plaisir dans les champs, hein. Ils ont beaucoup innové, ils se sont fait plaisir et ça a fait plaisir derrière notre écran aussi. D'ailleurs, je pense que ça a contribué à rendre le show meilleur qu'il ne l'était parce que à chaque fois, même si le match n'était pas super, t'avais de l'ambiance et donc t'appréciais le moment, quoi. Ouais, c'est pas faux. Peut-être déjà dans ce premier match, on va voir un petit peu votre ressenti. Match féminin avec très international d'ailleurs, avec la japonaise Asuka qui affrontait l'australienne Emma dans un match au rôle inversé parce que il y a 2 mois au précédent NXT Takeover, Emma accompagnait Dana Brooke et cette fois-ci c'était Dana Brooke qui accompagnait Emma. Le match a été quand même 5 fois plus long d'ailleurs que le précédent match d'Asuka à Takeover. Cette fois-ci il a duré 14 minutes 49. C'est toujours Asuka quand même qui sort vainqueur, mais cette fois-ci pas par soumission, mais après un kick, donc par tombée.
Sébastien, t'as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé la brutalité qui se dégage de Asuka. On connaît son style un petit peu brut quoi, stiff, et ça s'est encore bien démontré sur ce match-là. Elle a pas eu beaucoup de prises à porter. C'est principalement Emma qui a dirigé le match, mais pour le peu de prises qu'elle a fait, chaque fois il y avait vraiment un fort impact, une vraie brutalité qui se dégageait, et ça fait vraiment plaisir à voir de la part de cette catcheuse-là. Concernant la fin du match, je suis un petit peu tombé dans le panneau, je dois bien dire. J'ai cru à 2-3 fois que ce serait vraiment la première défaite de Asuka. Le moment, par exemple, où elle prend la ceinture dans la main et elle se fait choper par l'arbitre, elle aurait pu se faire disqualifier à ce moment-là. Je suis tombé dans le panneau une première fois. Et la deuxième fois, c'est après la distraction de Dana Brooks. Emma qui était sur le point d'attaquer Asuka par derrière, et j'ai aussi cru à ce moment-là qu'elle allait finir le match. Finalement, ça ne s'est pas révélé être le cas, et Asuka reste toujours invaincue pour le moment à NXT. Bah, c'est bien, t'étais quand même pleinement dans le match. Ouais, Ah, j'étais dedans, ouais, clairement. Tu croyais à toute l'action, c'est bien. Parce que c'est vrai que ouais, Asuka, il y a eu pas mal elle a tenté pas mal de soumissions diverses et variées. Emma, elle a quand même eu son petit passage au milieu, et c'est vrai qu'à la fin c'était assez vicieux, donc j'ai trouvé parfois un peu brouillon derrière la fin, mais dans l'ensemble c'était un combat assez solide, et puis une durée qu'on voit assez peu parfois, on la voit en général pour les titres féminins. T'as pensé quoi, Fred? Ouais, bah moi je rejoins pas mal l'avis de Seb. J'ai trouvé que le match était particulièrement bien booké parce que j'ai cru aussi que Asuka allait subir sa première défaite avec l'interférence avec l'arbitre, et puis après l'espèce de ceinture là que Dana a essayé d'introduire dans le ring. C'est vrai que j'ai cru aussi par 2 fois que le résultat allait être différent. Après j'ai trouvé Emma plutôt à l'aise. On l'avait vu assez rarement dans des matchs aussi longs. Euh, ces derniers temps, donc j'ai trouvé qu'elle était aussi bien, qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux, peut-être plus qu'avec Dana sur le match précédent. Ah bah d'ailleurs ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que Emma, cette redescente à NXT peut lui permettre de revenir un peu plus tard à la WWE, sachant que bon, son premier run était quand même particulièrement raté, je pense. Fred? Oui, en tout cas, c'est sûr que quand elle est passée dans le main rooster, c'était assez compliqué pour elle. Ça peut que la remettre bien. Après, faudra pas faire la même erreur la prochaine fois s'ils essayent de l'inclure à nouveau dans, dans, dans la grande ligue. De toute façon, son premier passage est très très oubliable, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui l'auront oublié le jour où on la reverra dans le roster principal, hein. Son association avec Santino Marella, c'était quand même assez triste, quoi. Après, ouais, il y a largement moyen de la repackager et de faire quelque chose de bien avec elle, parce que c'est quand même un bon talent. Et pour l'adversaire Asuka, vous la voyez comme prochaine challengeuse de Bayley? Je sais pas, parce qu'il y a, en fait, il y a un segment dans le show qui me porte à confusion, puisqu'on a vu, comment elle s'appelle déjà, j'ai un trou. Oui, avant le match pour le titre féminin, Nia Jax, voilà. elle a vu Ouais, Nia avec, Jax. ouais. La confrontation avec Nia Jax dans les vestiaires qui peut porter à confusion. Peut-être qu'il y aura une rivalité entre les deux de prévu. Ouais, moi je sais pas non plus. Le problème c'est qu'on a peu d'opposition aussi entre face, donc ça paraît peu probable, mais ça pourrait être intéressant. Après, à savoir qui ils ont d'autres à nous proposer comme prochain challengeuse. Du moment que c'est pas Eva Marie, on devrait bien s'en sortir. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Zut. Je sens qu'on va y avoir droit. Aïe aïe aïe. Pour finir cette petite partie, une petite stat que j'aime bien distiller de temps en temps. C'est la première fois qu'un show takeover débute par un match féminin. Ça, je suis sûr. Et la chose dont je suis moins sûr, c'est est-ce que c'est la première fois qu'un pay-per-view WWE débute par un match féminin? Ça, je me pose la question encore à ce moment. Oula. Là, faudrait voir avec Renaud. Si je Renaud pense, nous écoute. historien. Mais- Non, voilà. Ben, En tout cas, j'en ai pas souvenir. il vaut mieux Ben, justement, ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que là, pour le coup, toutes ces années de pay-per-view, ouais, je me demande. Mais ça montre aussi la place quand même du catch féminin à NXT, parce que là, il y a quand même encore 2 matchs, et au total, bah, ça fait surtout une demi-heure de catch au total sur les 2 matchs.
On se rappelle du Iron Woman match qu'il y avait eu à Brooklyn l'été dernier déjà, donc il y a quand même toujours une grande place à NXT pour les divas, même quand ça se renouvelle. Donc toujours très intéressant ça. Surtout que ça les aide beaucoup et puis qu'on voit de la qualité mine de rien, donc ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter éventuellement sur ce premier match ou c'est bon? Pour moi, c'est bon. Je pense on a relevé les points les plus importants, hein. Bon, c'est bon. Alors on peut passer sur ce qui a électrisé la foule, notamment sur l'intro et puis sur certains chants assez personnalisés pendant le match. C'était les titres par équipe de NXT qui étaient en jeu entre les champions Dash Wilder et Scott Dawson et challenger très apprécié de la foule, Colin Cassidy et Enzo Amore accompagnés de Carmella. Et les champions ont conservé leur ceinture après 14 minutes 58, une durée finalement assez équivalente au premier match. Sans grand suspense entre guillemets, parce que à chaque fois qu'Enzo Amore était sur le ring, il s'en prenait quand même pas mal dans la tronche. Bon, ouais, qu'il est toujours un petit peu plus limité que les autres, c'est surtout son personnage qui doit l'aider à NXT. C'est vrai que c'est un personnage qu'on apprécie énormément, je pense, mais dès qu'il est en action dans le ring, c'est beaucoup plus laborieux, ça c'est sûr. Et les deux autres, par contre, j'aime bien cette équipe d'Ash Wilder et Scott Dawson. Je me rappelle Scott Dawson, au début, il était managé par Sylvester Lefort. On se demande ce qui se passe pour lui maintenant, mais bon, ça ce sera un autre sujet, bien sûr, plus tard. J'espère en 2016 qu'il reviendra. Et voilà, non, finalement, bon, c'était quand même des champions assez solides. Moi, j'ai bien aimé le match. Fred, t'as pensé quoi? Ouais, bah, j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux équipes. Je trouve Dash et Dawson très intéressant. C'est vrai qu'on sent que c'est vraiment une équipe qui a été formée pour ça, quoi. Après, je suis un peu déçu pour Enzo et Cass quand même, parce que j'ai l'impression que c'était peut-être leur chance cette fois-ci d'accéder enfin au titre. Eux qui, il me semble, sont là depuis les débuts d'NXT sous ce format-là. Après, oui, ouais, le match était très bon, intense, le public bien dedans, avec des belles reprises de chansons qui ont bien mis l'ambiance, et puis quelques jolis spots aussi avec le lancer de Enzo par Cass à l'extérieur sur Dash et Dawson qui était sympa. Il y avait un DDT aussi que Enzo a fait depuis le coin du ring que j'ai trouvé plutôt bien réalisé. Dans l'ensemble, c'était un bon match intense. C'est vrai que cette équipe, ils sont là depuis pas mal de temps. Ils ont eu plusieurs chances pour être titre par équipe. Récemment, contre Blake et Murphy avec une assez longue rivalité et à chaque fois ils ont échoué. C'est sûr que c'est assez malheureux pour eux. Et puis c'était assez marrant quand même de voir dans la vidéo d'intro à chaque fois l'évolution des coupes d'Enzo Amore. C'est assez rigolo. D'ailleurs, la dernière coupe, c'est assez ressemblant à celle de Renault. Voilà, c'était pour le petit aparté. Seth, t'as pensé quoi? Du match et pas de la coupe. Hein. Ah, la coupe est mauvaise, hein. Mais le match en tant que tel est moyen. Ouais, je veux dire, il est moyen. Euh, je pense que le même match sans une ambiance comme ça, j'aurais pas apprécié. Mais là, avec l'ambiance, ça a vraiment bonifié l'ensemble du match. Après, Enzo et Kaz, on le sait, c'est pas les meilleurs dans le ring, loin de là, surtout à NXT. Mais tu peux réussir si tu es over et que tu es pas trop bon. Alors que si tu es bon mais que tu n'es pas over, tu as aucune chance de réussir, hein. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Cesaro. Euh, sinon, sinon que dire, ouais, sinon le finish est bon. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et le résultat du match, pour moi, c'est une demi-surprise. Demi-surprise parce que je pense que c'était sûrement la dernière chance pour Enzo et Kaz de repartir avec les ceintures. Là, il y a peut-être une chance qu'ils repartent rapidement dans le main roster et qu'ils, sans avoir touché une seule fois la ceinture par équipe, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque l'Ascension, par exemple, a dominé la division par équipe pendant un an et maintenant c'est des jobbers dans le main roster. Et sinon, ouais, je pense que le résultat a été fait surtout parce que l'équipe qui monte en ce moment, c'est Chad Gable et Jason Jordan. Et donc, Dash et Dawson, ce sera la prochaine victime de cette équipe-là qui deviendra champion, je pense, très très rapidement.
Ben justement, ce que tu disais Seb, que tu voyais Coin Cassady et Enzo Amore monter dans le roster principal, mais quand même, moi j'ai quelques doutes parce que on a vu qu'à chaque fois, il me semble, toutes les équipes qui sont montées dans le roster principal ont tous été champions NXT, Lucha Dragons, The Ascension, tous. C'est le moment de chambouler cette habitude. Oui, il peut y avoir des nouveautés. Par exemple, Blake et Murphy, c'est pas garanti qu'ils montent. D'ailleurs, on les voit plus d'un coup, donc j'en sais rien, ouais. Ben justement, tu parlais d'autres équipes. Qui pourrait être challenger à venir de Wilder et Dawson? Moi, je rejoins Seb, hein, franchement, Jason Jordan et Chad Gable ont telle popularité actuellement à NXT qu'il faut absolument qu'ils aient leur chance aussi et un run sûrement derrière. Ouais, ça ferait pas un petit peu heel contre heel quand même, parce qu'il me semble que c'est. Ils sont pas vraiment heal. Ah ouais, ils sont très favoris même. Hein, Oui, je oui. trouve, Ouais, parce qu'au départ, ils ont un comportement de heel, mais c'est vrai que c'est assez rigolo quand même, les interactions avec le public, les font winner pour l'instant. Ouais. Bon, on va passer au prochain match. C'était un match simple qui opposait Apollo Crews à Baron Corbin. Et victoire de Baron Corbin en 11 minutes 41. Moi, je dirais mon avis plus tard. Moi, je pense une réelle surprise quand même. Hein. Première défaite d'Apollo Crews en show takeover en tout cas. Lui qui est resté quand même sur une victoire sur Tyler Breeze avant que ce dernier parte dans le roster principal. Fred, t'as pensé quoi? J'ai trouvé que c'était un peu le point faible du show. C'est le match que j'ai le moins aimé, dans lequel j'étais le moins dedans. J'ai trouvé que la domination de Baron Corbin était un peu trop importante, trop à sens unique, j'ai trouvé. À noter qu'il a raté à un moment une petite prise. Enfin, il est tombé là où il devait pas tomber. Le public lui a chanté gentiment Bochamania quelques secondes après. Ouais, bah, une grosse surprise aussi, la défaite d'Apollo Crews, qui était quand même bien mis en avant et qui, j'ai trouvé sur ce match-là, a été bien dominé dans l'ensemble par Corbin, qui lui continue sa route vers probablement une nouvelle chance contre Balor à venir, je pense. Oh là là. Seb, t'es déçu par le match ou par le vainqueur? Ou les deux? Ouais, un peu des deux, à vrai dire. Hein. Le match est pas top. Moi, je trouve aussi, comme Fred, que c'est le moins bon match de la soirée. Après, c'est pas une surprise puisque le match est dirigé clairement par Corbin pendant l'intégralité du combat. Son adversaire a fait quelques petits mouvements, mais globalement, il s'agissait principalement de mettre en avant Corbin, je trouve, sur ce match-là. Alors, à mon avis, ce sera le futur challenger numéro 1. Avec une victoire comme ça, il n'y a pas beaucoup de doute. Je pense pas que ce sera au takeover, ce sera certainement dans un show weekly. Parce qu'en takeover, on n'a pas vraiment envie de voir ça, je pense. On a envie de voir de plus belles affiches. Et bon, après, le match en tant que tel, il n'est pas non plus catastrophique. Je veux dire, dans les standards de Corbin, ça reste encore potable, mais bon, rien d'exceptionnel tout de même. Oui, c'est sûr qu'on se rappelle de la rivalité assez mauvaise avec Bull DMC. Et Ouais. c'est un personnage qu'ils ont du mal à utiliser. Et surtout, c'est vrai qu'à chaque match, ils trouvent le moyen de faire toujours des erreurs. Donc, bon, c'est assez masqué essentiellement quand il affronte des jobbers parce que ça se fait en 15 secondes, pas plus. Donc là, ça va, il a juste le temps de placer le End of Days et puis c'est réglé. Mais quand le match est plus long, ça se voit quand même qu'on voit ses difficultés dans le rythme. Et puis je suis quand même un peu triste pour Apollo Crews parce que c'est vrai Seb, là tu parlais du fait d'espérer que la chance de Corbin contre Balor n'arrive pas dans le prochain takeover ou dans un takeover encore un peu plus lointain même. Parce qu'Apollo Crews, quand même, au lendemain du dernier takeover, il avait quand même pas mal de réussite. Il avait remporté le Battle Royale. Ensuite, il avait justement affronté Finn Balor. Ah, ça aurait pu être un match qui aurait pu être un takeover d'ailleurs au départ. Et, Ça aurait pu, ouais. C'est vrai. et puis après, voilà, c'est quand même une inversion dynamique d'un coup qui est assez bizarre. Du coup, j'en suis à vous demander si vous voyez, sans jeu de mots au cœur, hein, par rapport au prénom bien sûr, Apollo Crews repartir de plus belle, lui qui est quand même assez récemment arrivé. Bon, ils peuvent toujours rebondir sur une grosse victoire. Hein. Je veux dire, il a quand même beaucoup de crédit. Il avait enchaîné pas mal de victoires avant cette défaite-là.
Donc oui, moi je pense qu'il peut facilement rebondir. Hein. De toute façon, il est over auprès du public, les gens l'aiment, donc il n'y a pas de raison que sa marche en avant soit vraiment stoppée avec cette défaite. Ouais, moi je suis plutôt d'accord et puis je vois pas qui pourrait lui prendre la place actuellement trop quoi. Puis bon, c'est une défaite face à Corbin qui était déjà mis en avant à la base. Ça dépend contre qui va être son prochain affrontement ou sa prochaine rivalité, mais oui, je le vois vite remonter. Je pense que c'est une défaite qui devrait pas lui porter trop préjudice pour la suite. Peut-être Samoa Joe en adversaire, tiens. Oui, peut-être qu'ils vont croiser les deux matchs qu'on a eu. Impossible. Ouais, ils l'ont déjà fait aussi par le passé, croiser des matchs comme ça. Ah, ça serait joli si c'était Apollo Crews Samoa Joe, là j'achète. Hein. Et puis y a pas que moi, je pense, ça c'est sûr. Beaucoup de monde. C'est limite l'affiche d'un prochain takeover. Hein. Si le booker de NXT écoute, il y a aucun souci. Ça se prend. Hein. Donc je pense que tout a été dit. Donc on va passer au prochain match qu'on a légèrement évoqué tout à l'heure, qui est pour le titre féminin de NXT, qui opposait la championne Bayley à Nia Jax, la nouvelle force physique qui pourrait être appelée, je pense, de par son gabarit et arriver assez vite dans le roster. Mais attendant, c'est quand même Bayley qui a conservé son titre après 13 minutes 16, une soumission qui a duré pas mal de temps, mais finalement Nia Jax a quand même abandonné. Fred, t'as pensé quoi de ce match? Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Après, le booking du match était quand même assez à sens unique pendant une bonne partie et vraiment une destruction de Bayley de la part de Nia Jax. J'ai trouvé d'ailleurs que ça décrédibilisait un peu les leg drops, notamment à la finition de Nia Jax, parce que Bayley s'est relevé il me semble, je sais plus si c'est 2 ou 3 fois, mais de la finition de Nia Jax pour faire un retour avec une prise de soumission, pareil qu'elle a porté 2 fois pour arriver au bout du monstre Nia Jax. La foule était encore très 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 intense dans ce match-là, particulièrement pour Bayley qui a eu le droit pareil à une adaptation de chanson rien que pour elle pendant une grande partie du match. C'était assez l'ambiance a aidé aussi à rendre le match beaucoup plus intéressant. Ouais, parce que j'imagine, je sais pas, c'est peut-être que tu feras des comparatifs ou pas, mais on est habitué à des standards très élevés pour ce titre féminin à chaque pay-per-view, avec des duels très équilibrés pour le coup là. C'est vrai, comme le dit Fred, on a quand même eu un genre de typographie de match qui est bien inversée cette fois-ci, avec un duel vraiment assez déséquilibré au niveau des gabarits forcément. Et ouais, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'affrontement d'ailleurs à NXT pour cette ceinture en tout cas. T'as pensé quoi? Est-ce que c'était un plus ou un moins? Ouais, moi je suis assez fan de ce genre de dynamique, de ce genre d'opposition de style. D'ailleurs, on en parlait brièvement dans le dernier Late Night Wrestles avec Renaud sur les oppositions de style que vous pouvez écouter d'ailleurs sur cette émission en podcast. Hein, n'hésitez pas. C'est un truc qui me plaît bien parce que ça crée toujours des dynamiques de combat qui sont assez uniques que tu n'as pas dans des matchs qui opposent deux catcheurs de même gabarit. D'ailleurs, en fait, je pense que si tu dis ça, c'est parce que je pense que t'as en mémoire, t'as en tête aussi les affrontements en fait entre Awesome Kong et Gail à TNN. Ouais, par exemple, ouais, c'est un bon exemple, ouais. Je vous invite aussi à regarder ces matchs-là si vous ne les avez pas regardés. Et c'est vrai que c'est toujours des combats intéressants à suivre. Après, la victoire dans ce match-là n'était pas en doute, je pense. Nia Jax, ça m'étonne déjà qu'elle soit si rapidement challenger numéro 1 dans un si gros pay-per-view, parce qu'elle est là depuis quoi? Depuis 2 mois, on va dire, à tout casser. Après, sinon, c'est aussi la victoire par soumission qui m'a étonné. Je voyais absolument pas Bayley faire abandonner Jax. Mais bon, c'est une bonne surprise finalement. Bah, faut dire que la Bellito Bailey là, elle aurait moins bien marché, je Ouais, pense. elle aurait galéré à la porter en tout cas. Ça c'est sûr, c'est pour ça. Ouais. Nia Jax, c'est aussi une membre de l'immense famille samoane, encore une cousine de The Rock, des Usos, tout ça, c'est tout ça une famille quoi.
il me semble. Donc c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé à arriver plus vite, mais c'est vrai que c'est quand même assez fort cette ascension, parce elle a affronté 2, 3 catcheuses très intéressantes d'ailleurs, notamment Evie KM qui est un talent qui mériterait de percer et à l'avenir et de revenir donc à NXT. Mais c'est vrai que il y a 2 mois, elle était encore en vidéo de présentation au dernier takeover. Il n'y a pas eu de vraiment d'introduction au dernier takeover. Et là, on la voit au suivant assez mise en avant. Après, il faut voir comment elle va rebondir. C'est vrai que ça a été évoqué aussi tout à l'heure avec une rivalité avec Asuka. Là, ça va être encore un mélange des genres assez explosif. Encore, je pense qu'Asuka et son expérience peut l'aider à progresser même. Et il faut espérer parce que ma prochaine question, c'est aussi vous demander ce que vous pensez de ce genre de gabarit. Est-ce que c'est le genre de gabarit qui peut percer à la WWE, sachant qu'on a eu le malheureux échec Karma, bon, qui est imputable à diverses causes, mais on voit pas de ce genre de catcheuse percer à haut niveau. Est-ce que vous pensez qu'elle peut y arriver à terme? Fred. Moi, je pense que le gabarit n'est pas. Enfin, les mentalités ont changé maintenant. Peut-être que Vince McMahon aurait encore du mal à prendre certaines décisions, mais je pense que son gabarit ne sera pas un frein. Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, je pense que justement c'est son gabarit qui l'a propulsé un peu rapidement face à la championne. Ce genre de gabarit-là, c'est souvent des squash qu'elle est amenée à faire avec une ultra domination. Du coup, ça la rend plus crédible et ils ont tendance à l'envoyer un peu trop rapidement aussi, je trouve, vers la championne. Et à noter aussi qu'on a perdu quand même Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, ce qui fait que on se retrouve avec des oppositions avec des challengeuses un peu plus green, on va dire, forcément avec le départ de 3 piliers de la division féminine depuis le début de NXT. Mais sinon, ouais, je pense pas que ça sera un frein une fois qu'elle aura un peu travaillé quand même. On va pas la lancer tout de suite, mais le gabarit, non, ça peut, comme Seb disait aussi, c'est une autre possibilité de booker des matchs et ça peut amener une nouvelle dynamique aussi, des nouvelles oppositions intéressantes. Ouais, Seb, tu vois aussi le même intérêt pour la division Diva. Ouais, je confirme. Je pense qu'il y a 3-4 ans, il avait aucune chance, ne serait-ce que de mettre un pas dans cette fédération. Et maintenant, avec NXT, ça ouvre de nouvelles perspectives. On fait confiance à des talents à qui on n'aurait sans doute pas tendu la main il y a quelques années. Et donc, Nia Jax fait partie de ce lot de talents et c'est une bonne chose, je pense. D'ailleurs, c'est la seule avec ce gabarit dans la division féminine, donc ouais, ça peut créer des trucs uniques et des dynamiques intéressantes, donc ouais, je pense que là c'est chance. Ouais, bon, ben, on va suivre son évolution avec attention. 2016, forcément. Bon, comme c'est la palissade de dire ça, un peu pour tous les catcheurs aussi de NXT, ce sera une année importante, bien sûr, comme pour, voilà, c'est forcément énorme au fur et à mesure des mois de prouver assez rapidement, bien sûr, parce que c'est quand même une antichambre. Mais ouais, ce sera à voir bien sûr son évolution. Et puis voilà, un petit peu comme tout le monde, il faut surtout espérer que la prochaine challengeuse de Bailey, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, ce soit pas Eva Marie. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Je pense. Est-ce que la WWE aussi, malheureusement, j'en suis moins sûr. Ils essayent un peu de nous l'enfoncer dans la gorge, mais bon. Ou alors ça peut être Emma ou Dana Brooke éventuellement. En même temps, ils lui ont donné un match rapidement récemment, là, avant Nia Jax, donc c'était peut-être aussi pour la faire passer et laisser la place aux autres après. On peut espérer. Oh oui. On verra bien. Que les prières soient exaucées. Mais... Bon, en attendant, quand même, on avait quelque chose de bien sympa en main event. Je pense à un match que tout le monde attendait, peut-être certains d'ailleurs n'ont vu ce show que pour ça. C'était le match pour le titre NXT entre champion Finn Balor qui a fait une entrée à la Jack l'Éventreur. Bah, forcément, c'était assez thématique vu le lieu, Londres, Angleterre bien sûr, référence. Qui affrontait Samoa Joe. Donc, c'est assez marrant d'ailleurs parce que les deux étaient quand même en équipe il y a pas plus de 2 mois. Hein. C'est eux qui avaient gagné le fameux tournoi par équipe de Styro Tag Team classique.
Et cette fois-ci, donc, ils étaient opposés, avec voilà, une certaine différence, bien sûr, Face et Hill. Samoa Joe était devenu assez Hill ces derniers temps. Victoire de Finn Balor après 18 minutes 22, et Finn Balor, lui, continue toujours son ascension. Ça fait 7 sur 7, mine de rien, en show takeover, que ce soit par équipe avec Hideo Itami et Samoa Joe, comme en solo. Il est parfait pour l'instant, il connaît. Sachant que son premier takeover, c'était le 11 décembre 2014. Hein. Ah ouais, non, mais il connaît le succès sur toute l'année. Il a eu des défaites, mais jamais à takeover. C'est assez impressionnant quand même. T'as pensé quoi de ce match, Seb? Moi, Ah oui, t'as parlé. ouais, j'ai vraiment apprécié ce combat. C'est vraiment un bon match de catch. C'est l'essence même en fait du catch qu'on veut voir. Deux lutteurs au sommet de leur forme qui s'affrontent un contre un pour le titre suprême avec une bonne feud. Vraiment, c'est ultra simpliste, mais c'est vraiment ce qu'on veut voir. Hein, pas la peine d'en faire de trop. Le match est très très solide. Il y a peu de temps mort. Toutes les belles prises sont portées dans ce match-là et bien exécutées. Pas de défaut. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Paradoxalement, peut-être tellement c'est bon, mais en tout cas, il faut voir ce match parce il est très très bien. C'est marrant ça, oui. C'est souvent ça, quand c'est bon, on a moins à dire. Mais quand Ah même, oui, on est des sadiques, nous on critique. peut-être que je vais essayer de pointer le seul défaut. On va voir. Pour Fred, est-ce que t'as pas trouvé que le match était un peu court quand même, entre guillemets? C'est vrai qu'ils auraient pu lui donner plus de longueur. Je pense qu'ils en avaient encore sous le pied les deux, malgré qu'à la fin on a eu une intervention du médecin, notamment avec Finn Balor. Bon, je sais pas si c'était scripté ou pas. Oui, je pense qu'ils en avaient encore sous le pied, que le match aurait pu être plus long. Néanmoins, il a été bon, intense, comme disait Seb, il n'y a pas eu de temps mort, c'était très fluide. J'ai bien aimé aussi le finish où il y a eu plusieurs fois, ils se sont contrés l'un l'autre quand ils étaient sur la corde. C'était assez ouvert pendant la plupart du match. Je voyais bien aussi Samoa Joe être celui qui allait détrôner Finn Balor. Ça me paraissait crédible. Non, mais j'ai tendance à dire aussi qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Le match était bon, il n'y a pas grand-chose à critiquer. À part peut-être éventuellement le temps qui aurait pu être le plus important. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, ils auraient pu rogner sur d'autres matchs. Peut-être le Baron Corbin Apollo Crews, par exemple. C'est dans ces cas-là qu'on cherche un petit peu, voilà, l'équilibre. Mais ouais, à part le temps, c'est vrai que je dirais pas mieux que vous. Ouais, ça, là-dessus, vous avez bien tout résumé. Il y a aucun souci là-dessus. Après, on a déjà parlé un petit peu de ce qui pouvait attendre Samoa Joe. Samoa Joe, quand même, qui est un cas assez unique et qui peut commencer à faire école à NXT et qui a ouvert certaines portes d'ailleurs de la WWE vers le circuit indépendant, alors qu'avant c'était assez tabou. Quand même, Samoa Joe, lui, c'est quand même le seul qui peut vraiment évoluer d'une semaine à l'autre à haut niveau à NXT comme à haut niveau sur circuit indépendant. Ça, c'est quand même assez costaud, je trouve. C'est vraiment assez exceptionnel. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis bon, peut-être que ça s'arrêtera le jour où il sera champion NXT ou le jour où il passera vers le roster principal. D'ailleurs, ma petite question, est-ce que vous voyez, moi j'ai placé une échéance, est-ce que vous voyez au moins un des deux passer dans le roster principal d'ici le lendemain de WrestleMania? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de débuts le lendemain de WrestleMania. Est-ce qu'un des deux peut débuter par exemple là? Moi, je dirais que pour Finn Balor, ce sera le cas assez rapidement parce qu'il est quand même très très. Enfin, je veux dire, c'est un catcheur qui est facilement montable en tant que face dans l'état actuel. Quoi, il y a pas beaucoup de travail à faire. Tu le mets tel quel dans le main roster, ça marchera. Quoi. Samoa Joe, il y a encore un peu de travail à faire, je pense, et il doit encore toucher au titre à NXT avant de monter dans le roster principal. Et il faut encore qu'il s'adapte un petit peu et qu'il ait une clause d'exclusivité éventuellement, parce que forcément, il faudra qu'il passe par là s'il veut progresser dans l'échelon. Mais ouais, Finn Balor après WrestleMania, ouais, c'est possible, j'y crois. Ouais, après la clause d'exclusivité, elle a quand même certaines limites. Quand tu vois quand même les Dudley Boyz, Tommy Dreamer, même Rhino, que eux ils sont dans le roster principal. Bon, c'est sûr que tu me diras, eux, ils ont l'expérience, voilà, eux c'est plus à la carte, à la rivalité précise, mais ils ont aussi ce truc-là, hein, cette double étiquette. Et voilà, c'est Samoa Joe le premier, mais ensuite ça s'était même réparti dans le roster principal, ça.
Et Fred, tu penses pareil que Seb, que Finn Balor c'est celui qui a le plus de chances de monter dans le roster rapidement? Oh, je pense que les deux seraient prêts, quoi. Il y aurait un impact avec les deux. Le personnage de Finn Balor, c'est vrai qu'il y a pas grand chose à travailler. Il est tellement unique que je pense qu'il aurait son impact. Samoa Joe est dans sa façon de lutter et même dans son caractère, dans son attitude. Et son gabarit le rend quand même assez unique aussi. Donc je pense que les deux, s'ils étaient lancés à la période, enfin au lendemain de WrestleMania, pardon, il y aurait pas de souci ni pour l'un ni pour l'autre. Après, le titre n'est pas une obligation non plus. Hein. On l'a vu avec Tyler Breeze récemment, qui a été lancé sans avoir gagné le titre auparavant. Ah oui, c'est vrai. Après, bon, faut voir Tyler Breeze. On en avait déjà parlé. Ça peut être un cadeau empoisonné pour lui parce que c'est jamais évident, évidemment, de percer à haut niveau si t'as pas un personnage hyper fort qui a connu assez de succès à NXT. Donc, il faut voir. Ouais, Adam Rose, mais par exemple. oui, par exemple, mais bon, Neville, la façon dont il était utilisé, malgré son super run à NXT, c'est pas terrible non plus. Oui, voilà, c'est au cas par cas là. Oui, là. Je dirais, c'est plus une question de personnalité. C'est ça qui se travaille beaucoup à NXT justement. Il faut voir. Mais sinon. Il y a quand même un petit regret, je trouve, même un assez gros, je trouve, pour ce takeover, c'est que on sait que Sami Zayn a fait son retour quand même lors de cette soirée, qu'il a affronté Ty Dillinger. Voilà, c'est un petit spoil que je dis parce que ça sera diffusé au prochain show NXT le 23 décembre. Qui sera dans la même ambiance parce que c'était au même Oui, endroit. Donc voilà. ça, Et ils ont tout enregistré c'est cool. avant, c'est ça, oui. Mais justement, est-ce que c'est pas frustrant quand même de voir ça en simple show? Séparé et de pas avoir vu ça en live comme ça, à l'effet en direct de Takeover. Est-ce que ça aurait été pas plus sympa quoi, peut-être de voir Sami Zayn de retour, surtout que lui du coup il peut brouiller les cartes à son tour pour le titrer. Après tout, elle a pas vu affronter Finn Balor, du coup forcément, il peut rapidement devenir un adversaire lui aussi. Vous en pensez quoi, Fred? Je vais te relancer là-dessus. Ouais, j'avoue que je m'attendais moi à ce que ça soit diffusé dans le pay-per-view. Il me semblait que ça avait été annoncé, en tout cas, le retour de Sami Zayn. Alors s'il parlait peut-être simplement du show dans l'ensemble, quoi, pas forcément sur la partie pay-per-view. Et j'ai trouvé ça dommage parce que bon, il est quand même la figure majeure, je pense, d'NXT depuis le début d'NXT et tout le monde attendait son retour avec impatience et je pense que oui, il va vite être remonté dans le title picture, comme on dit. Et apparemment, enfin d'après ce qu'on a pu lire, il a eu une très bonne réaction. À noter d'ailleurs, par rapport à Ty Dillinger, t'en parlais, je suis assez surpris de la popularité qu'il a. On l'a très peu vu dans des matchs télévisés. Enfin, et le public était à fond derrière son personnage. D'ailleurs, dans le match Finn Balor contre Samoa Joe, on a pu noter aussi que plusieurs fois le public, quand l'arbitre commençait à compter, arrivé à 9, eux étaient directement sur le 10. Oui, le fameux thème, Vraiment. ouais, c'est ça, ouais, qui Ouais. approche. Ouais. Et ça, je suis surpris de voir cette popularité-là pour quelqu'un que je trouve qu'on a peu vu sur les écrans. C'est ça qui aide aussi. C'est vrai que là, c'est un bon cas que tu soulèves parce que c'est ça qui aide, je pense, beaucoup à NXT, c'est que le public soit plus exigeant aussi quand même. Moins exigeant plutôt, pardon. Plus cool avec les catcheurs, il est moins sévère. Si le gars il montre des aptitudes in ring, il aime bien le pousser, voilà, et même pousser, même s'il a un petit personnage, il aime le pousser. Là, je pense que c'est le cas de Ty Dillinger parce que c'est vrai qu'il a pas un personnage bien poussé. À part, voilà, il montre à chaque fois le chiffre 10 avec ses deux mères, mais voilà, pas plus. Après, Et est-ce que c'est ça vrai peut qu'il aime bien franchir, pousser. est-ce que ça peut franchir le cap de NXT avec Ah ce oui, c'est ça qu'on se dit à personnage-là? chaque fois. Voilà, ouais. On se l'avait déjà Faut se dit poser la avec d'autres question. par le passé, et là encore, ouais. C'est un Parce qu'il y a des exemple. gimmicks qui n'existent que à NXT et qui ne marcheront que là-dedans, hein. Ça c'est clair. Voilà, justement, peut-être, oui, Sami Zayn, lui, par contre, il avait déjà fait ses preuves lors d'un des Open Challenge de John Cena. D'ailleurs, c'était là qu'il s'était déjà blessé. Oui, Seb, donc pour revenir à la question, Sami Zayn, toi, t'aurais bien voulu le voir, ce match-là, contre Dillinger, plutôt que à TakeOver, plutôt que dans le prochain show NXT. Bon, ça me dérange pas spécialement. Je pense que ça fait un gros moment quoi
pour que les gens regardent le prochain épisode. C'est un petit peu comme ce qui se fait actuellement, encore une fois dans le main roster, avec des gros Raw qui suivent les pay-per-view avec des événements majeurs, et là ça fait un événement important aussi à suivre, donc c'est sûr que les gens seront au rendez-vous pour ça. Donc on verra le prochain rendez-vous. Je sais qu'il y a déjà un show au Takeover qui a été annoncé évidemment le week-end WrestleMania le 1er avril au Texas, bien sûr. Mais bon, vu que c'est une fréquence grosso modo de 2-3 mois, je me demande s'ils vont pas avoir le temps d'en glisser un entre-temps, même si ça sera assez compliqué j'imagine, mais bon. On sait qu'il y aura des enregistrements à Orlando, en Floride aussi, dans une grande salle. Hein. Ce sera pas l'Impact Zone, je vous rassure. Bah, t'as dit grande salle, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Ce sera le 22 janvier. Je crois que ça se déroule sur 1 ou 2 jours. Ouais, on verra bien, parce que là, je sens qu'ils vont réserver le Finn Balor Sami Zayn pour cette occasion, je pense. Sûrement. Hein. Le fameux takeover du week-end de WrestleMania, ça va être assez haut pour placer les meilleures affiches, donc je pense qu'ils vont assez soigner ce côté-là, comme d'habitude. Mais on va voir déjà si ce takeover était soigné pour vous, quand même, parce que mine de rien, à chaque fois, vu le niveau d'excellence de plusieurs shows takeover précédents, mine de rien, peut-être qu'on peut être exigeant avec les notes finales, si on peut comparer parfois. Mais justement, là, sur le show global, quelle est votre note donc sur 10? Comme Seb a tendance à réfléchir souvent, je vais plutôt lancer Fred du coup. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que NXT nous a habitués à des niveaux de match tellement élevés. Après, on faut prendre en compte aussi l'ambiance et le public, ce qui fait que ça va relever un petit peu ma note. Je vais mettre un 6. J'ai pas trouvé qu'il y ait de matchs exceptionnels. Même le Finn Balor Samoa Joe, bon, manquait un peu de temps, et puis j'ai été plus impressionné par certains. Il y avait un Sami Zayn Cesaro qui m'avait marqué plus que celui-là, donc ça paraît peut-être un peu sévère, mais je vais mettre 6 malgré l'ambiance du public. Bah, je mettrais 6 quand même aussi, hein. De toute façon, le public, c'est sûr, il apporte un plus à la note, parce que sinon j'aurais mis 5. Mais 6 parce que inévitablement vient la comparaison avec les précédentes takeovers. Il est un petit peu en dessous, je trouve quand même. Il n'y a pas d'affiche marquante de match qu'il faut revoir. Même si le main event est très sympa, ils auraient peut-être dû le pousser à mon goût. Bah bon, ça c'est un niveau d'exigence que j'ai peut-être un petit peu trop, parce qu'on nous a beaucoup servi du caviar lors des takeovers par le passé. C'était pas mauvais, mais un peu trop correct, je dirais, paradoxalement là. Donc bon, on attend quand même évidemment quelque chose de plus gros à nouveau la prochaine fois. Seb. Moi, je vais mettre la meilleure note, je vais mettre un 7. C'est vrai que si je compare avec les autres, j'aurais peut-être mis un peu moins, mais intrinsèquement, le show est quand même largement bon. Le main event est très bien. Les deux matchs féminins dans leur style m'ont bien plu. Après, les deux autres matchs sont un peu en dessous, mais bon, je pense que 7 sur 10 n'est pas volé quand même. Bon, mais on remarque que ça fait quand même une assez bonne moyenne du 6,33. Donc c'est quand même un show à voir, même si, comme vous l'avez dit, c'est surtout le main event qu'il faut voir. Après, je sais pas s'il y a attendez, je cherche le mot. Quelques prestations individuelles comme celle d'Asuka par exemple, ou un petit peu l'équipe des Mechanics, Dash Rider et Scott Dawson, ouais, ça peut être intéressant à revoir évidemment. Donc maintenant qu'on a fait le tour, bah, je vais égrener les partenaires comme d'habitude, le Temple du Catch, le Monde du Catch, Vox Catch, qui fait avec toujours la review des shows, donc de ce show là aussi. FN Lutte qui partage nos interviews, et d'ailleurs l'interview que vous pourrez écouter prochainement qui débutera l'année 2016, on l'avait annoncé lors du dernier Les Night Wrestlers, il s'agit de celle de Rob Conway. C'est quand même un bon moment d'une demi-heure qui débutera l'année 2016. Voilà, ce sera écouté. Sinon, ben, vous pourrez toujours écouter toutes les interviews qu'on a quand même réalisées sur l'année, dont la dernière de Tristan Archer. Et sinon, niveau partenaire, il y a aussi le site de catch britannique, British Wrestling Revival, avec la présentation d'un catcheur anglais,
chaque mois qu'on vous fait partager sur notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre donc sur Facebook à Wessex Radio officiel, sur Twitter @Wessex Radio. Vous nous écoutez peut-être sur YouTube ou peut-être sur Archive ou peut-être sur iTunes. Voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si c'est pas déjà fait, comme ça vous avez déjà les podcasts en exclusivité. C'est signalé bien sûr par mail. Et d'ailleurs par mail vous pouvez nous poser des questions à wessersradio@gmail.com aussi. On se fera un plaisir d'y répondre dès que possible en tout cas, ou en privé bien sûr sur Facebook, sans souci. Voilà. Et sinon au programme donc l'interview de Rob Conway qui débutera l'année 2016, et puis ensuite on vous réservera un Vintage Wessels bien sûr sur le Royal Rumble. On n'a pas encore choisi l'édition, mais on vous la précisera. Ensuite il y aura donc bien sûr le Lionel Wessels sur le Royal Rumble qui aura lieu le 24 janvier 2016. Donc on le fera bien sûr comme d'habitude le lendemain. Après, je vous avoue, il faudra voir si ce sera en live ou pas. Ça, c'est un petit peu l'inconnu, mais voilà. Mais sinon, voilà, on a quand même un joli programme, et peut-être qu'on rajoutera un podcast TNA, mais on vous tiendra bien sûr au courant. En tout cas, très bon premier numéro, je trouve, de Fred. Merci à toi pour tes interventions. Eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli à bras ouverts. Ça me fait plaisir de pouvoir participer. Et puis donc rendez-vous dans de prochains numéros pour écouter de belles voix du Sud-Ouest encore. T'oublies le Nord là. Oh, toi t'es pas hyper du Nord non plus, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Oh allez, la voix allemande aussi on l'aime bien, ça va. Ah, il finit l'année là-dessus, c'est pas possible. Bon, on commence l'année, on est au milieu de l'année avec ça, il faut bien finir avec ça aussi, hein, ça va. Allez, la résolution, on ne parle plus de ça l'année prochaine. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait faire là. Mais en tout cas, je vous souhaite déjà à vous deux, bien sûr, de bonnes fêtes, et puis de bonnes fêtes aux auditeurs. Et profitez bien surtout, bien sûr, de ce moment, toujours bien sympa, bien sûr, les fêtes de fin d'année, avant de réattaquer une année catch qu'on espère bien prometteuse. Donc on vous dit à l'année prochaine, et voilà, à ciao. À l'année prochaine. Bonne fête à tous. Moi, j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, coach, écoute Ressos Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi fais-le aussi. Écoute Ressos Radio.